Paulin Ismar, bonjour. Vous êtes historien et vous publiez La démocratie contre les experts, les esclaves publics en Grèce ancienne. C'est publié aux éditions du Seuil. Est-ce que l'expérience de l'Athènes antique et de la cité antique peut nous aider à affronter notre malheur politique contemporain? Oui, alors le modèle de la démocratie athénienne de l'époque classique ou hellénistique, c'est-à-dire cette démocratie directe, il est aujourd'hui abondamment convoqué par des politistes, des chercheurs qui travaillent autour de la question de la démocratie délibérative ou de la démocratie participative. Et de ce point de vue-là, ça constitue un modèle qui peut être aujourd'hui très éclairant. Moi, dans le livre, ce qui m'a particulièrement intéressé, et là je crois qu'effectivement Athènes a beaucoup de choses à nous apprendre, c'est autour de la question entre le savoir et le pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, une question capitale pour nous, c'est bien le statut politique de l'expertise, qui quand même bien souvent opère comme un dessaisissement du pouvoir pour le simple citoyen. Je pense que c'est effectivement une des choses qui est constitutive de notre malheur politique aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je crois qu'Athènes a des choses à nous apprendre. Mais en même temps, vous montrez que ce pouvoir d'expertise, ce savoir, était à Athènes largement entre les mains d'esclaves publics. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage public ? Alors les esclaves publics, c'est les esclaves qui sont possédés par la cité, qui sont infiniment minoritaires par rapport à l'ensemble des esclaves qui sont dans la cité. Il faut bien se représenter que dans une cité comme Athènes, à la fin de l'époque classique, les esclaves constituent peut-être 30, 40, 50% de la population. Et l'essentiel de ces esclaves sont des esclaves privés. Mais il y a par ailleurs entre 1000 et 2000 esclaves publics qui n'appartiennent à aucun citoyen, mais qui appartiennent à la cité. Alors ils font plein de choses différentes dans la cité. Ils sont ouvriers sur les grands chantiers de la cité. Ils travaillent au service des différentes institutions de la cité. Donc par exemple, si vous alliez à l'Assemblée, au tribunal, vous étiez accueillis par des esclaves publics qui répartissaient les citoyens sur les gradins. Et puis, il y a certains de ces esclaves qui ont des compétences extrêmement spécialisées, tout à fait exceptionnelles, dont sans doute la plupart des citoyens ne disposaient pas. Et c'est ces esclaves qui sont par exemple archivistes dans la cité, ou les esclaves qui ont le pouvoir de garantir les pièces qui sont en circulation dans la cité, ce qui demande une compétence extrêmement... Les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, c'est-à-dire que vous alliez sur l'agora d'Athènes pour faire n'importe quel type de transaction. C'est un énorme problème dans les cités antiques, de manière générale, la fausse monnaie. Et s'il y avait un différend entre le marchand et l'acheteur sur la valeur de la monnaie, eh bien vous alliez voir un esclave qui seul avait le pouvoir de décider si cette monnaie était valide ou pas. Alors pourquoi la cité athénienne et la cité classique ont confié comme ça une part de leur administration, on pourrait dire, à des esclaves, y compris une administration d'assez haut niveau? Alors, je pense qu'il y a deux grandes interprétations et ces deux lignes de force un peu qui traversent le livre. La première, je pense, renvoie à la question de l'État dans la cité grecque. La cité, la police, c'est pas un État au sens moderne. Il y a l'idée très forte chez les Grecs, et particulièrement dans les régimes de type démocratique, que le pouvoir est pleinement entre les mains des citoyens. Donc le pouvoir, il est essentiellement entre les mains des citoyens qui sont réunis à l'Assemblée, et puis de l'ensemble de ceux qu'on appelle les magistrats, qui, dans leur grande majorité, sont tirés au sort parmi l'ensemble de la population. Ils sont tirés au sort, ils sont renouvelés tous les ans, ils sont en permanence sous le contrôle de l'ensemble des citoyens. Mais évidemment, à côté de ça, il faut bien qu'il y ait quand même des rudiments d'administration qui permettent de faire fonctionner la vie publique. Mais d'une certaine façon, pour les Athéniens de l'époque classique, confier cette administration des esclaves, c'est la rendre invisible. C'est rendre invisible l'État. Et moi, je l'interprète de toute façon comme une forme de résistance de la communauté civique à la notion même d'État.
l'État comme instance séparée de la société, qui éventuellement pourrait même se retourner contre cette société. Voilà, il s'agit de rendre invisible l'État en confiant de telles charges à des esclaves. Alors après, il y a une autre question capitale, c'est pourquoi des tâches d'expertise sont confiées à des esclaves. Et là, ça renvoie plus spécifiquement à la façon dont les hommes de l'époque classique conçoivent le rapport entre savoir et pouvoir. Et cette idée très très forte, et qui évidemment trouve beaucoup de résonance par rapport à notre situation présente, selon laquelle la détention d'un savoir ne peut en aucun cas légitimer un pouvoir. Et donc il y a cette volonté délibérée d'exclure des compétences spécialisées, qu'on peut qualifier d'expertise, du champ du politique à proprement parler. Alors c'est ce qui donne lieu chez les critiques de la démocratie, comme Platon, à un discours qu'on retrouve très souvent, qui est la démocratie, c'est la dictature des ignorants. Puisque, effectivement, en régime démocratique, n'importe qui, quel que soit son niveau de savoir, peut prendre la parole à l'Assemblée. Et Socrate n'arrête pas de le dire chez Platon. Pourquoi est-ce que, quand il faut construire un bateau, on fait appel au meilleur des charpentiers, mais quand il faut prendre une décision à l'Assemblée, n'importe qui peut prendre la parole. C'est ça le scandale démocratique. Mais ce que Platon ne comprend pas, c'est précisément qu'il y a dans l'Athènes de l'époque classique une épistémologie démocratique singulière. Je veux dire par là une façon propre au régime démocratique d'organiser le savoir et de construire un savoir collectif qui puisse être utile pour la cité. Et là-dessus, c'est évidemment quelque chose qui peut nous inspirer pour aujourd'hui. Ça peut nous inspirer. Jusqu'où peut-on aller dans l'analogie ? Vous posez la question assez directement de savoir si la politique, par exemple monétaire, puisque les esclaves publics s'occupaient notamment de monnaie de l'Union européenne, serait différente si le président de la Banque centrale était un esclave qu'on pouvait fouetter ou revendre s'il se comportait mal. Oui, alors c'est une analogie évidemment un peu exagérée, hein. C'est pour créer comme ça chez le lecteur un effet de surprise, mais c'est pour montrer à quel point tout dans la cité devait rester sous le contrôle des citoyens. Et en même temps, il y a un certain type de compétences très précises qu'on excluait de l'espace du politique pour bien les confiner à leur dimension technique. Et que ces individus-là ne puissent pas prétendre détenir un pouvoir, du coup, en raison de cette compétence technique. Et qu'est-ce qui distingue ces esclaves publics des esclaves du Nouveau Monde ou même des esclaves des monarchies qu'on a pu connaître dans l'histoire? Parce que c'est des esclaves, certes, mais c'est quand même des esclaves particuliers. Par exemple, ils peuvent posséder des biens, voire d'autres esclaves. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont dans la cité un statut, je pense, particulier. Alors, on n'a pas abondamment de sources, mais il y a quand même quelques points, à mon avis, qui sont frappants. Effectivement, on connaît des esclaves publics qui possèdent eux-mêmes des esclaves. On voit des cités octroyer des honneurs à ces esclaves, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et donc, on voit bien qu'ils ont un statut qui est irréductible à celui des esclaves privés en général. Alors, l'esclavage public, il est parfaitement attesté dans de très très nombreuses sociétés esclavagistes. Dans l'Afrique précoloniale, dans l'Asie du Sud-Est, dans le monde islamique, ils sont très bien connus. Les Mamelouks sont évidemment des esclaves publics. Mais dans le Nouveau Monde, on ne connaît pas cette institution. Et c'est bien pour ça que les historiens du monde grec, qui pendant très souvent ont étudié l'esclavage grec et l'esclavage romain, à la lumière de l'esclavage américain ou l'esclavage des Antilles, bref, l'esclavage colonial, se sont pas intéressés à cette institution. Mais en réalité, on peut aussi la travailler en exerçant un regard un peu comparatiste et en s'appuyant sur tout ce que les anthropologues de l'esclavage ont pu montrer en Afrique, dans le monde médiéval islamique, où il y a vraiment beaucoup de travaux. Et c'est quand même une constance, c'est-à-dire le statut privilégié de ces esclaves publics. Et alors, pour conclure, vous disiez que la cité antique était aujourd'hui convoquée dans un moment de crise de la démocratie représentative. On fait référence à cette démocratie directe athénienne. Est-ce que
peut continuer à convoquer cette référence, en tout cas cette ressource de sens, à partir du moment où on sait qu'une grande partie de son fonctionnement était fondée sur l'esclavage? Oui, je pense qu'il y a évidemment des aspects de la démocratie athénienne qu'on peut convoquer. Et cette idée selon laquelle par exemple, un groupe de citoyens ordinaires qu'on qualifierait d'incompétents sont capables collectivement de construire une compétence qui puisse être supérieure à celle d'un individu particulièrement savant ou d'un expert, c'est quelque chose je pense, d'infiniment évocateur pour aujourd'hui. Maintenant, bien évidemment, voilà, on peut s'inspirer de certains aspects de cette démocratie, mais c'est aussi, en même temps, un autre monde. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas comprendre, évidemment, la Grèce ancienne sans partir de cet élément capital, structurant, qu'est l'esclavage. C'est quand même la première grande société esclavagiste de l'histoire. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment une rupture radicale avec notre modernité.